Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Cinéma 4D. Aujourd'hui une vidéo assez courte de réponse à des questions. J'avais dit que j'en ferais une. J'espère que le son va être bon, je réglerai au fur et à mesure des vidéos. Je suis dans Cinéma 4D version 13, tout ce que je veux dire ça valable aussi sur les versions 11.5, 12 et 14. Et donc aujourd'hui je vais répondre à 3 questions qui m'ont été posées. Donc soit je donne la réponse, soit je donne le lien vers la réponse la plus appropriée. La première question qu'on m'a posée, c'est au sujet des engrenages et des rouages. Vous savez, les roues dentées qui tournent. On m'a demandé comment on pouvait faire en sorte de mettre ça en place avec la dynamique. Et c'est là qu'est le problème. C'est que pourquoi utiliser la dynamique MoGraph pour faire tourner des roues dentées. Cinema 4D depuis ses premières versions permet de faire tourner des objets sans problème. Quand Expresso a été ajouté, ça a été encore plus simple. Maintenant que il y a le MoGraph et toute la dynamique, on a tendance à vouloir utiliser la dynamique pour tout. Or, c'est pas toujours la solution. Des fois, il y a des choses beaucoup plus simples qu'on peut faire sans la dynamique. Si je veux faire tourner des roues dentées, des engrenages avec la dynamique, il va falloir que je gère les tags de corrigide, les collisions, le maillage des éléments à faire tourner. Et puis si j'utilise la dynamique ailleurs dans la scène en plus, ça va peut-être interférer avec justement les roues, et ça va peut-être tout casser la scène, la dynamique de la scène. Donc le plus simple, le plus pratique, le plus rapide à faire, c'est simplement de faire tourner les roues en utilisant Expresso. C'est-à-dire qu'on fait tourner une roue et que Expresso va se charger de gérer la rotation des autres roues dentées. Alors il y a un lien que je vais donner, c'est sur Pixel Lab, que je rouvre la page, voilà, Pixel Lab. Ici, il y a un rig complet de roues dentées. Je vais l'afficher, voilà, ça fait ça. Et ça, c'est fait sans dynamique, ça c'est fait simplement avec des clés d'animation et avec Expresso. C'est gratuit, vous pouvez le télécharger. Pour ça, il suffit d'abord d'aller sur le site pixellab.net, free-ckd-expresso-rig-gear-rig. Voilà, le lien est ici, hein, il doit être lisible. Je le mettrai dans la description aussi de la vidéo. Vous ajoutez ici, vous inscrivez à la newsletter, c'est important. Vous allez recevoir un mail qui va vous demander si vous voulez effectivement vous inscrire à la newsletter. Vous confirmez ce mail. Donc vous indiquez bien que oui, vous voulez vous inscrire à la newsletter. Vous allez recevoir un mail de confirmation avec dedans un lien et un mot de passe. Le lien pour arriver sur la page des modèles gratuits. Voilà. Et voilà, password to access to our freebie. Vous allez recevoir donc un email qui contiendra un mot de passe et un lien vers la page où vous pourrez télécharger ensuite ce genre de choses. Mais ça, c'est tout simple à faire. C'est-à-dire qu'ici, on peut le télécharger, mais c'est vraiment quelque chose de très très basique. J'utilise quelque chose d'assez similaire dans cette scène. Donc je vais montrer ce que ça donne. Voilà. C'est normalement ici, l'Expresso qui est ici. Donc ici, j'ai des roues dentées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et j'ai un petit Expresso qui indique ici la première roue dentée. Celle-là, c'est la première roue dentée. Celle qui est ici. Quand elle tourne, sa rotation globale B est aussi passée à 2 autres roues dentées qui sont placées ailleurs. Et ces 3 autres roues dentées là tournent aussi, mais dans le sens inverse. Pour les faire tourner dans le sens inverse, j'ai simplement rajouté ici un nœud négation qui en fait inverse la valeur. C'est-à-dire que ici j'ai une valeur positive qui rentre ici, ça se transforme en valeur négative et ça passe ici dans les rotations B des autres roues dentées. Ça fait que quand je fais tourner cette roue dentée là, toutes les autres roues dentées tournent aussi. Donc on va voir ça tout de suite. Je vais aller chercher cette roue là, je vais la faire tourner et normalement toutes les roues tournent aussi. Voilà, je vais la faire tourner et toutes les roues tournent. Dans un sens ou dans l'autre, ça tourne très très bien. Et ça, c'est fait sans dynamique, c'est simplement un Expresso, et puis je peux placer des clés d'animation sans problème, ça fonctionne très très bien.
Donc ça, c'était la première question qu'on m'avait posée, donc les engrenages. Donc comme j'ai dit, pas la peine de vous embêter avec la dynamique pour faire tourner les engrenages. Vous utilisez simplement Expresso, ça fonctionne très bien. Ici, les roues sont toutes de la même dimension, mais si vous utilisez des roues de dimensions différentes, il suffit juste d'ajuster un petit peu ici dans Expresso. Vous pouvez rajouter une cartographie d'intervalle par exemple, et puis gérer de 0 à 360 degrés. C'est ce qui est fait dans le rig. Dans le rig qui est ici. Donc ça fonctionne très très bien, pas de souci. Ensuite, deuxième question m'a demandé comment on pouvait mettre en cache des particules. Alors, voilà une scène avec un émetteur de particules, thinking particle, parce qu'on parle des particules thinking particle. Et comment alors, je vais vous montrer un petit peu le truc. Ici, j'ai un neutre TP avec un expresso dessus. Voilà, j'ai expliqué ça dans d'autres tutoriels de long en large, donc je reviens pas trop dessus. J'ai un émetteur, c'est ici un élément neutre qui sert d'émetteur. Sa position globale, sa matrice globale sont reliées à la position de l'émetteur et l'alignement de l'émetteur d'un p-orage. La naissance de particules du p-orage est reliée à un p-groupe. Dans le p-groupe, j'ai rajouté un groupe de particules que j'ai nommé TP. Alors on retrouve ici TP. Pour ça, j'ai cliqué sur global, clic droit, ajouter. J'ai ajouté TP, j'ai mis une couleur, etc. et je l'ai fait glisser ici. Ensuite, j'ai un P-conduit qui récupère le groupe de particules et qui est relié à un P-form dans lequel j'indique un cube, le cube qui est ici. Ça, je le ferme. Donc là, j'ai un setup thinking particle de base, hein, comme je l'ai expliqué dans plusieurs vidéos. Quand je mets lecture, en fait, ça émet des particules, et quand je fais un rendu, les particules sont remplacées par les petits cubes. Ça, c'est thinking particle, c'est du thinking particle pur. Truc tout simple. J'ai une géométrie de particules aussi ici pour afficher les particules, forcément. Et ça, on m'a demandé comment on pouvait mettre les particules en cache, parce que quand il y a beaucoup de particules, ça fait vraiment beaucoup de travail. Ici, par exemple, j'avance jusqu'à peu près 160. Voilà. Et si je reviens en arrière ici, on voit que c'est pas tout à fait facile à gérer. Il faut que CinemaKD recalcule les particules au fur et à mesure, et puis on n'est pas sûr en fait du placement des particules par rapport à la première version de la lecture. Donc c'est pas super fiable. Il faut vraiment mettre ça en cache, c'est-à-dire que ça soit enregistré et que à chaque fois qu'on se balade là-dedans, on a chaque particule placée à un endroit très précis et qu'on sache où est cette particule. CinemaKD par défaut ne permet pas de mettre des particules thinking particle en cache. Il n'y a pas ce qu'il faut. Il existe au moins 2 plugins payants qui permettent de le faire. Il y a TP Partio, je sais pas trop comment ça se dit, Partio, Partio à l'italienne, je sais pas, et un autre qui s'appelle Pcache et P puis plus loin Cache. Et ces particules, ces plugins qui mettent en cache les particules sont vendus aux alentours de 20$, je crois, 20$, 30$, quelque chose comme ça. 20, 25, 29, je sais plus. Et donc j'en parle pas trop parce que c'est des plugins payants. Et puis il y a une autre méthode qui est plus simple et qui est gratuite. Donc comment on peut faire pour mettre les particules en cache? Alors ce que je veux dire va pas fonctionner forcément dans toutes les scènes, c'est-à-dire que dans votre cas, vous aurez peut-être des complications parce que vous voulez faire quelque chose de particulier avec les particules et ça va peut-être pas forcément fonctionner. Après c'est au cas par cas, il faut voir un petit peu adapter, chercher un peu. Mais en règle générale, ça fonctionne. Donc ici, je peux pas mettre thinking particle en cache. C'est pas possible. Par contre, j'ai Mograph. Mograph, lui, on peut le mettre en cache. On peut mettre un objet cloneur dans la scène et ajouter un cache dessus. Et l'objet cloneur, on peut le placer en mode objet et indiquer quelque chose comme référence. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais aller dans Mograph, je vais ajouter un cloneur. Ici j'ai un cloneur. Ici je vais le mettre en mode objet. Et donc ici maintenant, il me faut un objet de référence. Un objet sur lequel je vais avoir des informations, sur lequel je peux cloner mes éléments. Et bien ici, je vais simplement indiquer mon groupe de particules. Donc je vais aller chercher dans simuler thinking particle, paramètres thinking particle. Le TP qui est ici, je le mets ici en référence de mon cloneur. Ensuite, ici dans mon expresso, j'ai plus besoin ici du pform, donc ça je retire le lien.
et le cube qui est ici, je vais le mettre dans le cloneur. Donc qu'est-ce que ça va faire? Les particules émettent, les Thinking Particle émet toujours des particules, pas de problème. Le cloneur qui est ici va cloner le cube sur toutes les particules du groupe TP. Donc en fait c'est le cloneur qui va mettre le cube sur les particules. Donc si je fais lecture, j'obtiens exactement la même chose que précédemment, c'est-à-dire des particules qui sont émises avec Thinking Particle, et sur chaque particule, le cloneur a mis un cube. Donc je fais un rendu et j'obtiens effectivement exactement la même chose. Je peux toujours pas mettre Thinking Particle en cache, mais le cloneur je peux. Donc je vais ajouter ici un tag cache MoGraph, donc clic droit, propriété MoGraph, cache MoGraph. Ici j'ai un petit cache qui est orange, j'utilise le cache, je coche ici et je fais conformer. Voilà, ça va assez vite. Le cache ici est en vert, c'est-à-dire qu'il est actif, enfin les données sont mises en cache, et là si je fais lecture, en fait, ce n'est plus le cloneur qui met des clones sur les particules, c'est le cache qui est lu. Donc là en fait, je n'ai plus besoin de Thinking Particle. Je peux même les retirer. Alors je vous conseille de ne pas les retirer, de les mettre de côté plutôt, parce que quand vous allez modifier vos particules, vous allez devoir recalculer le cache, et donc vous aurez besoin de réutiliser en fait ça. Mais là c'est pour montrer que ça fonctionne effectivement sans Thinking Particle. Donc là je retire tout ça, je garde que le cloneur, le cube et le cache. Et là ça fonctionne. C'est exactement comme si j'avais un émetteur de particules et que les particules étaient mises en cache. C'est-à-dire que ici je peux revenir comme ça fonctionne. Je reviens comme ça, j'avance, etc. C'est assez souple. Ça fonctionne très très bien, il n'y a pas de problème. Et ça fonctionnera, comme j'ai dit, pas forcément dans toutes les scènes, mais dans la plupart des scènes, oui. Donc ça, c'est une méthode détournée de mettre des particules en cache. C'était la deuxième question. Troisième question. Alors, troisième question, c'est truc tout bête. Soleil. Voilà, soleil. On a fait, il y a quelques tutos déjà, les tutos précédents, un astronef, un vaisseau spatial. Et bon, on m'a demandé à peu près comment on pouvait faire des décors. Alors, les décors, c'est tout simple. Vous prenez Google, vous faites une recherche dans Google sur les images spatiales, vous allez sur le site de la NASA ou sur les sites spécialisés d'astronomie, vous trouverez de très très bonnes images de très grande qualité, comme celle que j'utilise ici en fond, qui est une image de 2500 par 1250, Star Map, machin truc, qui a été trouvée donc qui est gratuite, que j'ai trouvé sur un site sur internet, un site de texture, je crois, d'espace, très très grande. Cette texture-là est très très bien. Et ensuite, on m'a demandé comment on pouvait faire un soleil. Et alors là, le truc, c'est que je donne un lien qui est vraiment très bien, je trouve. C'est en anglais, c'est un tutoriel en anglais, mais vraiment très 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 bon. Souvent, on fait des soleils en utilisant la lueur. C'est-à-dire que on ajoute ici une lumière, on va dans la lumière, ici on va dans lentille, et ici on va régler dans la lentille une lueur particulière. Alors il y en a plusieurs, et on peut trouver en fait ce genre de choses, qui est un effet de post-production qui rend plus ou moins bien suivant vos scènes. On peut personnaliser ça, vous prenez personnaliser, vous faites modifier. Ici il y a pas mal de réglages que vous pouvez faire. C'est bien, mais c'est pas top parce qu'en fait c'est juste un petit point lumineux et tout le reste c'est de la post-production. C'est-à-dire que par exemple derrière une vitre ça passe pas. Si vous prenez, vous mettez votre caméra à l'intérieur d'un cockpit et puis qu'il y a une vitre transparente, vous verrez peut-être pas forcément la lueur, ça dépend de votre scène. Donc ça pose problème. Et puis si quelque chose passe devant le point central de la lumière, la lueur n'y est plus, donc ça passe pas bien. C'est pas la bonne solution. La bonne solution, elle vient d'un site anglais qui s'appelle Creative Co. Alors, voilà. Et de Graham Quinn qui a fait un super tutoriel. Alors c'est en anglais, c'est simple à avoir. Bon, c'est en anglais, il faut connaître un petit peu l'anglais pour comprendre, mais si vous ne connaissez pas l'anglais, vous pouvez même couper le son et regarder juste les images, c'est très facile à comprendre. Je mettrai le lien aussi dans la description de la vidéo. Et donc cette personne montre comment on peut faire un soleil. Et voilà ce que ça donne. Ça donne ce genre de choses.
Je trouve que c'est beaucoup plus réaliste qu'une lueur, de faire un soleil, une géante gazeuse ou un truc comme ça. Ça rend très bien, et c'est tout bête à se faire. C'est-à-dire qu'ici, là j'ai un neutre, là, lui il explique comment le gérer avec Expresso, il explique en fait comment on peut mettre en place cet Expresso là. Ça c'est un élément que je réutilise assez souvent. Mais vous n'êtes même pas obligé d'utiliser Expresso, vous pouvez simplement créer les trois lumières qu'il y a ici et obtenir la même chose. Alors les trois lumières, il y a une première lumière qui correspond au cœur du soleil. Alors c'est simplement une omni, donc une lumière simple, mais elle est visible. La lumière visible ici, on choisit visible. On choisit ici dans les détails cache inverse, physiquement précis, 1000 cm. Dans visibilité ici on met 1800-2000, alors là c'est des valeurs données dans le tuto si je me trompe pas, moi je les ai un petit peu modifiées, je sais plus, mais vous pouvez forcément jongler un peu avec tout ça. Ensuite il n'y a pas d'ombre, et puis ici très important, il y a un bruit sur la visibilité en turbulence ondulatoire avec octave 8 et ces réglages là, voilà, 50, moins 100, 350%. Ça donne en fait l'effet gazeux aussi au central ici, donc toute la petite ce qui ressemble à une petite planète en fait. Ensuite ici il y a un halo, donc une autre lumière placée au même endroit, qui elle n'est pas en lumière visible mais en lumière volumétrique. Ici c'est choisi volumétrique. Les réglages changent un petit peu. Alors ici 4000 cm, visibilité ici ça change, c'est 800-4000, toujours pas d'ombre, le bruit c'est le même. Voilà. Et ensuite, il y a une troisième lumière qui, elle, est l'illumination, c'est-à-dire que cet élément-là, les deux autres lumières ici, ne génèrent pas de lumière, en fait. Elles ne sont pas utilisées avec les petits expresso, elles ne sont pas utilisées pour éclairer la scène. Elles sont seulement là pour donner du corps au soleil. Et cette lumière-là, illumination, elle, c'est une lumière classique, donc pas de lumière volumétrique ni de lumière visible, une lumière toute simple avec forcément des réglages de base, et c'est elle qui va éclairer la scène. Et donc ces trois lumières là permettent de faire ce genre de soleil. Donc ça c'est un truc tout bête, tout simple à faire. Pour ça il suffit juste de suivre ce tutoriel qui est vraiment très bien fait je pense. En plus ici il montre qu'on peut changer les couleurs, etc. On peut faire plein de choses avec. Il donne quelques exemples et tout. C'est vraiment très très bien, c'est ce que je conseille en fait si vous voulez faire justement des soleils spatiaux. On peut faire des soleils mais aussi des géantes gazeuses ou des supernovas, etc. avec. Et avec un petit peu d'imagination, vous pouvez faire un peu plus même, genre effets spéciaux, etc. Des boules de feu, etc. Donc voilà, ça c'est tout pour aujourd'hui. C'était un tutoriel assez court, réponse à des questions. La prochaine fois on fera un tutoriel sûrement plus long. Je vous dis à bientôt donc pour un prochain tutoriel sur Cinema 4D.